Conflits armés, pillage des ressources naturelles et violences extrêmes dans l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est le thème du séminaire qui a été organisé à Kinshasa, séminaire de formation et d'information, séminaire organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 25 orateurs recrutés à travers des grandes universités à travers le monde et le pays. 35 chercheurs juniors ont pris part justement aux côtés d'autres participants, ont pris part à ces séminaires sur la crise qui secoue la région des Grands Lacs. Avec nous sur ces plateaux pour en parler, j'ai invité pour vous, à ma gauche, le professeur émérite et historien des Rénons, le professeur Isidore Ndayouel Nziem. Bienvenue. Merci. J'ai associé à ce plateau spécial le professeur Roland Pourtier. Il est agrégé docteur en géographie, professeur émérite de l'Université Paris 1, Panthéon, la Sorbonne, président honoraire de l'Académie des sciences d'outre-mer de France. Bienvenue, professeur. Merci. Et juste à côté de moi, à ma droite, c'est un homme à ne plus présenté ici à Kinshasa parce qu'il a travaillé pendant longtemps en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ambassadeur Pierre Jacquemot. Il est ancien ambassadeur de France en République démocratique du Congo, président d'honneur du groupe Initiative universitaire et conférencier international. Nous allons parler aujourd'hui, il va parler en tant qu'économiste, n'est-ce pas? On va parler du modèle économique, les modèles de prédation dans la région des Grands Lacs. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci. Et juste à sa droite, c'est un Congolais naturalisé belge. Zana Etambala, il est professeur à K11 à l'université de Louvain de Belgique. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et nous allons parler des questions, notamment des frontières et de la crise dans la région des Grands Lacs. Et enfin, nous allons terminer par présenter un autre professeur d'université. Nous avons vraiment l'honneur de recevoir dans cette émission un panel de professeurs d'université, non seulement de Kinshasa et de l'Europe. Nous avons le professeur Eric Kennes. Il est professeur à l'Institut Egmont. Et voilà, nous aurons d'autres détails, peut-être aussi à compléter. Il a travaillé aussi à Africa Museum en Belgique, c'est ça? Oui. Un autre détail sur la présentation, s'il faudra ajouter? Ou ça suffit? Oui. Tu peux réaliser ce Lubumbashi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il connaît bien la République démocratique du Congo. Il a beaucoup travaillé et très longtemps en République démocratique du Congo, notamment à Lubumbashi. Professeur Isidore Ndayouel, les séminaires de formation et d'information organisés à Kinshasa a vécu. Dites-nous quelles en étaient les motivations? Bon, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à mes collègues, sans oublier le professeur Zana Etambala. Il faut que les téléspectateurs retiennent. Zana Etambala, il est professeur à K11 en Belgique. Alors, disons que avec quelques collègues, nous avons créé un institut congolais d'études avancées, reconnu par notre ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, un institut qui veut prendre en charge les questions stratégiques du devenir du Congo. Et nous avons plusieurs dossiers sur la table, mais le premier dossier important, très grave, c'est le dossier existentiel qui concerne ces problèmes de conflits armés, de pillage des ressources naturelles et de violences extrêmes à l'Est. Alors, le séminaire, nous l'avons conçu comme un séminaire de formation, essentiellement pour nos jeunes chercheurs qui n'ont pas les connaissances voulues sur la région. Parce que nous souhaitons, au-delà de cet exercice, arriver à créer un pôle d'intelligence congolais sur les questions de violence de l'Est et du pillage des ressources naturelles. Mais également un séminaire
disons, de complément d'information, parce que la plupart d'entre nous, nous avons des informations très limitées et parfois même des informations qui restent liées simplement à la lecture de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Alors, pour une société comme la nôtre, où nous voulons vraiment créer un front intellectuel, en plus du front militaire, diplomatique, politique, il faut vraiment aller au fond des choses et savoir de quoi il s'agit lorsqu'il est question de cette situation globale de l'Est qui nous pose tant de problèmes. Voilà l'objectif de ce séminaire. Et justement, vous avez associé à ce séminaire de chercheurs juniors. Je sais qu'on va en parler. Pierre Jacquemot, vous avez été ambassadeur en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous parlez en tant qu'économiste sur cette guerre que vous considérez comme une guerre, une crise dans la région des Grands Lacs, de la prédation des ressources naturelles et même minières. Comment vous expliquez cela? Ben écoutez, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette situation de conflit dans les provinces de l'Est continuait, alors qu'elles sont nées il y a longtemps, pourquoi elles perdurent et que les solutions qu'on tente d'apporter ne permettent pas de trouver une solution durable. Et une des explications, c'est probablement pas la seule, mais une des explications, c'est la richesse en ressources naturelles de l'Ituri, des deux Kivu, du Maniema, tout particulièrement. Et parmi ces ressources naturelles, il y a évidemment des ressources forestières, agro-pastorales, foncières, etc. Mais il y a des minerais. Et il y a deux types de minerais importants. Il y a l'or, qu'on trouve en particulier en Ituri et au sud Kivu, et puis ce qu'on appelle les 3T en anglais. Le colombo-tantalite. Voilà, le tantal, qu'on appelle ici le coltan, l'étain, qu'on appelle ici la calcitérite, et puis le tungstène. L'existence de ces ressources naturelles serait en quelque sorte la source d'une malédiction, comme disaient les économistes, la malédiction des matières premières. Et on aurait toutes sortes d'effets qui sont... Et quand vous appelez malédiction, ça veut dire ça veut dire que ça a des effets négatifs. Voilà. Une ressource naturelle produite parce qu'elle fait l'objet de convoitise, je dirais même de rapacité, produit plus de malheur qu'elle n'apporte de ressources pour les populations, de bien-être pour les populations. Ceci tient au fait que les pays voisins attendent absolument ces productions. C'est le cas de l'Ouganda pour l'or, c'est le cas du Rwanda pour le tantal, pour le coltan en particulier, ont besoin de ces ressources qui résident dans votre pays et qui sont extraites puis transportées, à peine transformées, lavées et transformées, raffinées dans les pays voisins. Et ceci se fait notamment sous le contrôle de groupes armés. La moitié des puits des carrés miniers sur l'ensemble des pays des 3 provinces de l'Est sont sous le contrôle de groupes armés, extra-étatiques ou étatiques. Vous voulez parler de groupes armés locaux et étrangers? Alors, c'est fondamentalement, dans l'histoire qui serait longue à raconter, des groupes armés qui sont nés à la suite d'événements dramatiques. Le principal événement dramatique, c'est évidemment l'arrivée massive de réfugiés Hutus d'origine rwandaise en 1994, qui sont arrivés près d'1 million et qui ont... À la suite du génocide, justement. Voilà. Alors, ça a été un facteur qui a aggravé une situation qui était déjà latente de cohabitation de différents groupes avec des tensions qui tenaient notamment à la question foncière et avec un surpoids démographique par rapport aux ressources naturelles. La question minière est intervenue quand le marché mondial a été très demandeur, l'aéronautique, la défense, l'industrie numérique a été très demandeur d'un certain nombre de minerais, tout particulièrement du tantal. Et donc, il y a une hausse importante des marchés. Concernant l'or, on sait qu'il y a une tendance à la hausse permanente du marché de l'or qui est extrêmement avantageux. Enfin, Et donc, des groupes miniers sont venus accompagner en quelque sorte cette prédation vers l'extérieur de ressources naturelles. Et ceci est facteur de tension. Ceci est facteur de violence. Parce qu'il y a en quelque sorte des conflits parmi les groupes miniers, pas parmi les groupes armés,
qui sont fréquents parce qu'il y a une rente à prélever et voilà. Et alors, ce qui est un peu nouveau avec l'intervention du M23, le retour du M23 depuis en gros 2021, je crois que c'est à peu près la date, c'est quand vous regardez la production minière, en particulier dans le Nord Kivu, dans les zones que le M23 occupe, notamment. L'implantation actuelle, aujourd'hui, du M23, vous voyez qu'il y a une parfaite juxtaposition. La carte est très très présente. Le M23 vient en quelque sorte s'installer dans les zones minières où il y a beaucoup de ressources. Carte qui a été faite par des experts, par des chercheurs, sur lesquels on travaille. Et donc il y a bien en quelque sorte la preuve qu'il y a une relation étroite entre groupes armés d'origine étrangère, soutenus avec des forces étrangères, et prédation. On va revenir maintenant pour des solutions. Je vais revenir à vous pour des solutions. Qu'est-ce que la RDC doit faire? D'accord. Au niveau d'abord interne et puis au niveau externe par rapport à la diplomatie. Je vais prendre le professeur Roland Pourtier. Professeur, vous avez exposé lors du séminaire sur l'Est du Congo dans les Grands Lacs, aux racines d'une guerre sans fin. Un titre pratiquement évocateur. L'Est de la RDC qui est confronté aujourd'hui, qui est devenu un ventre mou de la situation sécuritaire, et vous dites aux racines d'une guerre sans fin. Vous faites allusion à quoi? Oui, une guerre sans fin parce que elle a commencé il y a fort longtemps. On dit souvent, et ça a été redit lors du séminaire, que l'Est du Congo n'arrive pas à sortir de cette situation de crise, de violence depuis 30 ans. Oui, nous parlons ici des 30 ans de guerre. Voilà, 30 ans de guerre. Parce que nous faisons référence justement au génocide de 1994, où la communauté internationale avait demandé aux Zaïre d'alors d'ouvrir un couloir humanitaire pour que les réfugiés rwandais se déversent, viennent s'installer au pays. Et depuis lors, c'est tout le malheur que nous connaissons. Voilà. Mais cette crise très grave n'est pas sortie ex nihilo ou simplement ne s'explique pas uniquement par l'arrivée des réfugiés venant du Rwanda, car des éléments de crise existent déjà dans cette région depuis une centaine d'années. Et je rappellerai en particulier ce qu'on a nommé la guerre du Kinyarwanda en 1963, qui a opposer ceux qu'on appelle maintenant surtout les autochtones et les étrangers, les émigrés, qui étaient essentiellement des gens venant du Rwanda, des Banyarwanda. Et ça, il y a eu quelques milliers de morts en 1963 à l'époque. Et c'est un petit peu l'archétype des conflits futurs. En 1993, c'est-à-dire 30 ans plus tard, je me trouvais à l'époque à Goma, j'ai été témoin de certaines scènes quand même déjà assez terribles. Et là, vous meniez vos recherches ou bien c'était dans le cadre privé? Non, moi je suis universitaire et je menais des recherches sur le Congo. J'essaie de comprendre la situation du Congo et comment cet immense État avait tant de problèmes tout en restant un Congo. Bon, mais en tout cas en 93, on retrouve à peu près la même configuration avec dans le Massissi, qui était considéré comme une province modèle sur le plan du développement économique, avec le fameux fromage le fromage du Massissi. Voilà, du Massissi. Eh bien, il se trouve qu'il y a eu en 93 des violences extrêmes dans le Massissi, opposant de manière très nette les autochtones, Houndé, Nyanga notamment, et les rwandophones. Et cet affrontement de Massissi en 1993 a fait là aussi quelques milliers de morts. Et c'est avant l'arrivée, c'est avant le génocide et c'est avant l'arrivée des réfugiés. Donc ce problème-là est un problème structurel qui se pose depuis très longtemps. Pourquoi? Bien parce que il ne faut pas rester dans l'Est du Congo pour comprendre la situation. Nous nous trouvons dans un système régional très particulier qui englobe l'Est du Congo, mais aussi le Rwanda, le Burundi, l'ouest de l'Ouganda, une petite partie de la Tanzanie. Et à quoi correspond ce système régional? Il correspond très précisément aux hautes terres de ce qu'on appelle la crête Congo-Nil, c'est-à-dire ces montagnes qui séparent le bassin du Congo à l'ouest et le bassin du Nil à l'est. Et ces terres d'altitude
depuis très longtemps, sont particulièrement attractives pour les populations, pour des questions sanitaires, parce qu'avec la fraîcheur en altitude, les vecteurs de grandes maladies comme le paludisme ou la trypanosomiase disparaissent. Et donc on a un milieu beaucoup plus sain et surtout extrêmement favorable à l'élevage. Et l'élevage sous l'équateur, c'est assez rare. Mais les terres d'altitude, de ce point de vue-là, sont privilégiées. Elles ont donc attiré des populations depuis fort longtemps, à tel point que la charge démographique et des troupeaux et des populations humaines est devenue excessive par rapport aux superficies disponibles. Et en quelque sorte, si on veut résumer et simplifier les choses, on peut dire qu'il y a de plus en plus trop de vaches sur des terres trop étroites. Professeur Roland, je ne vous coupe pas, je voudrais justement peut-être corroborer avec ce que vous dites. Si je comprends bien, la RDC est victime de la providence divine, c'est ça? Mais pas que la RDC, mais toute cette région. On peut avoir cette lecture. C'est vrai, trop d'aménité, comme on dit. Hein, c'est la providence divine. Et donc, du coup, ça a attiré trop de monde. Hein, et ces populations se sont trouvées confrontés d'autant plus qu'à partir de la colonisation, la frontière a exacerbé les oppositions entre des populations venant du Rwanda, le Burundi, et des populations du Congo. Professeur Roland, pour dire, on va y revenir, juste plus vous évoquez la question des frontières, je vais me tourner vers le professeur Zana Etambala. Il est professeur à KU Leuven, en Belgique. Vous avez exposé, vous êtes longuement étendu sur l'histoire des frontières orientales de la République démocratique du Congo. Donc, la guerre qu'est la RDC ou la crise qui secoue la région des Grands Lacs, c'est aussi question des limites. Oui, la guerre actuelle a aussi des racines dans le passé lointain, hein, donc déjà au XIXe siècle. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut tenir compte des dynamiques, parce que les frontières sont formées, résultent des dynamiques. Et, donc des frontières qui sont héritées, par exemple, de la colonisation. Voilà. Et donc, les Congolais doivent comprendre, mais aussi les Rwandais, les Burundais, il y avait tout d'abord, à ce moment-là, la dynamique arabe, qui a été contrée par ce soi-disant royaume rwandais ou Tutsi, donc avec le Mwami, déjà en 1855, que les Arabes ne pouvaient plus passer par le Rwanda ni le Burundi pour franchir, disons, la région des Grands Lacs. Ça, c'est en 1855. Oui. Les Arabes ne jouaient plus un rôle d'importance à ce moment-là. Par la suite, on a eu des dynamiques européennes, c'est-à-dire, spécialement pour cette région-là, voilà, Léopold II, les Allemands et les Anglais. Et, disons, les premières traces des frontières donc faites par les Européens datent déjà de novembre 1884, parce que l'Allemagne avait exigé de Léopold II donc la liberté commerciale dans cette région-là pour reconnaître l'association internationale du Congo. Et ça s'est fait le 4 novembre. Le 8 novembre a commencé la conférence de Berlin. Mais à ce moment-là, on avait déjà, ou les Européens avaient déjà découvert la plupart des lacs, Edouard, Albert, Nyanza, Bangwelo, Tanganyika, Mowero, etc., à l'exception du lac Kivu. Ça, c'était en 1894 par un lieutenant allemand, von Goetzen. Et donc, cela signifie, quand on a tracé la frontière entre l'État indépendant du Congo, d'un côté, et, disons, l'Afrique orientale allemande, que, vraiment, l'État indépendant du Congo s'étendait aussi
de l'autre côté. Donc ça prenait en compte le Rwanda, Rwanda-Urundi et l'actuelle République démocratique. Ce que je veux dire, c'est que l'État indépendant du Congo s'étendait jusqu'à la rive orientale du lac Kivu. Et donc les Belges, Léopold II, avaient déjà installé quelques postes, quelques stations là-bas. Hein. Et ce n'est que en 1910, après des négociations entre le gouvernement belge et les Allemands et les Anglais, et qui a eu maintenant cette séparation. Voilà que l'État indépendant du Congo a perdu, hein, a dû céder à l'Allemagne, hein, la rive orientale du lac Kivu. Hein. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a donc des problèmes de frontières entre, disons, les États situés à l'est et à l'ouest du lac Kivu. Mais c'est justement, puisque nous parlons de frontières, le président rwandais Paul Kagame a commencé à réclamer certaines terres de la RDC, estimant que les frontières héritées de l'époque coloniale n'ont pas été bien. Ah, mais ça, ce n'est pas vrai. C'est justement le contraire. C'est le Congo qui a déjà cédé en 1910, hein, des territoires aux Rwandais, c'est-à-dire à cette époque-là aux Allemands. C'était en 1910. 1910. D'abord, c'était un tout, et puis par concession, on a cela cédé. appartenait à l'État indépendant du Congo. Hein. Et donc, lors des négociations, les Belges ont cédé donc cette partie orientale du lac Kivu. Hein. Ils ont eu, bon voilà, pour contenter les Belges, les Allemands ont cédé quand même, ont laissé l'île Idjwi. Hein, alors j'ai rejoint le professeur Ndaïwe dans une de ses sorties médiatiques, il disait que c'est au Congo de réclamer des terres au Rwanda et pas le contraire, c'est ça. À la lumière de ce que le professeur Zana a dit tout à l'heure. Disons que nous restons conformes à la décision de l'OUA. Oui, le 1925 du sommet du Caire, juillet 1965, qui demandait qu'on ne remette pas en cause les frontières, pardon, juillet 64, qui demandait qu'on ne remette pas en cause les frontières héritées de la période coloniale. Voilà. Mais s'il faut absolument qu'on les remette en cause, alors tant mieux pour nous. Nous reprenons la partie... nous reprenons les Rwandais, la bonne partie du Rwanda qui devient congolaise. Je pense que ce serait peut-être dommage pour le Rwanda, mais c'est pour ça que nous ne posons pas ce problème. Merci, oui. Allez-y, rapidement, parce que le professeur... le professeur on parle toujours de ce royaume rwandais, royaume Tutsi. Qu'est-ce que cela représentait à ce moment-là? C'est-à-dire les dynamiques africaines. Bon, le Mwami, hein, donc on n'a pas de carte de ça, hein, donc ils n'ont jamais produit une carte, bon voilà, hein, pour nous, hein, ça c'est le royaume, disons-le ouvertement, Tutsi. Hein. Mais ce qu'ils faisaient, c'est des raids, hein, razzias, de temps en temps, donc dans les régions congolaises, hein, pour, bon voilà, prouver quand même que c'était eux les maîtres. Mais ce n'était pas avec des frontières, des trucs comme ça, parce que les guerriers donc du Mwami se retiraient avec des vaches. Ils pillaient, tout simplement. Ils venaient piller, hein, du côté congolais. On va revenir, professeur Zana, merci pour toutes ces précisions, tous ces détails. Professeur Eric Kennes, vous êtes professeur à l'Institut Egmont. Vous parlez lors du séminaire du génocide au Rwanda et ses retombées, ses conséquences en République démocratique du Congo, de l'AFDL, jusqu'à aujourd'hui au M23. Qu'est-ce que vous avez voulu ressortir au travers cet argumentaire? Oui, bon, disons c'est un enchaînement d'événements qui, comme le professeur Courtier l'avait dit, qui a des racines assez lointaines. Juste avant le génocide, il y avait des problèmes qui existaient à tous les niveaux, national, local, même régional, et c'est le génocide en fait qui a mis tous les problèmes ensemble. Vous parlez du génocide du Rwanda, donc le génocide des Tutsis ou des Rwandais. Le génocide des Rwandais.
J'espère qu'on ne va pas me faire un procès ici. Mais ici, il n'y a pas de négation, hein, voilà. parce que selon certaines réflexions, on estime que autant qu'il y a eu des Tutsis qui ont été tués lors de ce génocide, il y a eu aussi des Hutus qui sont morts, même de toi, même si on n'en parle pas trop. Bah, disons qu'on n'a jamais fait un comptage, mais il y a des estimations qui disent que la population Tutsi proportionnellement a été évidemment beaucoup plus affectée. On pense à 3/4 de la population Tutsi qui était estimée avant les génocides à 800 000, donc on pourrait parler de 600 000 Tutsis. Mais quand vous prenez toute l'année 94, et je rends hommage au professeur Philippe Reitins qui a fait des études à ce sujet, et il a dit que le nombre total est estimé pour l'année entre 1 50 000 ou 1 150 000. Et ça inclut maintenant tout le monde, aussi ceux qui étaient dans le camp de réfugiés, tout comme ceux qui étaient dans ça, c'est le nombre total, parce que dans les génocides qui a eu lieu au Rwanda, on parlait de 800 000 morts, près des 1000. Le FPR avance un chiffre très, très exact, presque à la virgule près, ce qui est impossible, puisqu'il n'y a personne qui a pu le compter. Mais bon, je profite de l'occasion pour attirer l'attention sur les travaux de la journaliste canadienne Jody Weaver, qui a fait pendant 10 ans, avec des grands risques personnels, une enquête sur le génocide et qui a commencé à relativiser un petit peu ce qui s'est passé, a aussi pointé à la responsabilité importante du FPR dans les massacres qu'il y a eu. Le FPR même a même stimulé des équipes de Interahamwe de tuer les gens parce que ça va leur donner un terrain ouvert pour prendre le pouvoir après. Revenons sur les retombées justement de ces génocides au Congo. Mais évidemment, c'est avec l'arrivée, comme tout le monde sait, avec l'arrivée des réfugiés Hutus essentiellement au Congo, qu'il y a un engrenage régional qui a commencé et qui dure jusqu'à maintenant. À travers toute la guerre qu'on a eue, que ce soit la guerre d'abord de la FDL, mais bon, qui a quand même eu le mérite d'avoir mis au pouvoir le président Laurent Kabila, qui a essayé par tous les moyens de recouvrir la souveraineté nationale, mais il y a quand même eu contre Laurent Kabila alors la guerre du SCD, la guerre du CNDP, M23-1, M23-2, et il y a un phénomène là-dedans, c'est qu'il y avait des revendications locales, ça c'est indéniable, hein, il y avait quelque chose derrière, mais bon, derrière cela, sans le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, ça aurait été complètement impossible militairement, politiquement. Mais on voit que l'implication du Rwanda à travers ces séquences est devenue de plus en plus importante. C'est surtout quand on a remplacé, si vous vous souvenez, quand on a remplacé Kunda par Bosco Ntaganda. Je parle de Laurent Kunda Batoire. Voilà, que le Rwanda s'est engagé de plus en plus. Et maintenant, le M23 tel qu'il existe actuellement, bon, ça a été ressuscité par le Rwanda. C'était quand même des petits groupes résiduels qui existaient encore. Un groupe, comme on le sait, à Kampala, un autre groupe à Kigali. Et aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. D'ailleurs, un politicien congolais a dit que le Rwanda, disons le M23, c'est la chemise et les corps, c'est le Rwanda. Le dernier rapport des experts des Nations Unies estime le nombre de troupes rwandaises actuellement au Congo à 4000. Ça représente environ un 1/6 de toute la force armée. Et là, je crois qu'il faut quand même se poser la question pourquoi le Rwanda fait ça. Et je vous la réponds justement, pourquoi le Rwanda fait ça? Oui, c'est très important d'essayer par tous les moyens de répondre à la question. En général, c'est la patate chaude qu'on essaie un peu d'éviter avec les arguments qu'on n'a pas l'information, le Rwanda c'est une dictature, un état policier, on n'a pas accès à l'information. Ok, mais il y a quand même des indications, et c'est le travail des chercheurs de faire des hypothèses à travers certains indicateurs. Maintenant, si le Rwanda engage un 1/6 de son armée pendant maintenant 2 ans, avec des risques diplomatiques, sécuritaires, politiques très importants, même s'ils ne sont pas vraiment dérangés au niveau international, pourquoi ils le font? Bon, tout le monde sait que la menace du FDLR, c'est en grande partie un prétexte, bien qu'il faut alors pointer à la doctrine sécuritaire du Rwanda, qui est maximaliste. Donc, dans l'esprit du FPR, dès qu'il y a une mouche qui menace le Congo, il faut aller au Congo pour la tuer. Donc cela veut dire, en d'autres mots, dès qu'il y a un seul FDLR qui est encore présent au Congo, le Rwanda aura toujours un prétexte pour intervenir. Mais cette doctrine sécuritaire se fait aussi en fonction d'une stratégie économique. Je crois que le pays était dévasté. Et là, vous rejoignez l'ambassadeur Jacquemont qui parlait de la prédation des ressources naturelles. Et donc, puisque les ressources naturelles du Rwanda sont limitées,
ils ont un peu de coltan, presque pas d'or, et donc ils doivent le chercher ailleurs. Mais ils n'ont pas d'or, ce qui est paradoxal. Au Rwanda, l'usine de montage ou de la raffinerie d'or est presque terminée, mais dans les sous-sols du Rwanda, il n'y a presque pas d'or, vous l'avez dit. Donc la stratégie économique est orientée vers la reconstruction des pays et aller vers un pays de moyen revenu. Ça s'est affiché officiellement dans le document. Mais pour cela, ils se servent de l'opération militaire pour prendre des ressources, des minéraux dans d'autres pays. Hein, il y a le diamant en Centrafrique, il y a évidemment, il y a au Kivu, l'exploitation du coltan pour le moment. On est revenu à la guerre du RCD parce qu'avec l'occupation de la mine de Lubaya, qui a une qualité de coltan avec de haute teneur, et donc on est revenu à une exploitation militarisée. Hein, avant c'était le troc. Maintenant, on a ça, mais il ne faut pas oublier que en montant financier, l'exploitation de l'or est plus importante que l'exploitation du coltan, je crois. Mais il faut faire des recherches plus spécifiques là-dessus. Donc, en quoi le Rwanda bénéficie du tantal? C'est acheté par des traders et puis vendu aux raffineries, aux fonderies plutôt. Mais il y a aussi une fonderie, Luna Smelter à Kigali, qui est favorisée pour traiter en premier traitement du coltan qui vient du Congo. Mais le Rwanda, selon les dernières statistiques de la Banque nationale, représente environ 28% des recettes d'exportation. Donc c'est presque un tiers des revenus d'exportation du Rwanda vient de l'or. Eux, ils disent que non, c'est l'or qu'on importe de la Tanzanie, d'autres pays, on veut le raffinage ici. Mais évidemment, tout le monde sait que c'est... Mais quand ça passe par le Rwanda et ça va dans les Émirats Arabes Unis, difficile de retracer Pierre Jacquemont, on va revenir à vous. Je vous ai vu me regarder quand il a touché aux questions des minéraux, parce que vous avez longuement parlé lors du séminaire sur la prédation des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, favorisée justement par cette crise. Mais comment en sortir? Et puis comment encore expliquer que certaines multinationales préfèrent passer par le Rwanda ou par les groupes armés pour avoir accès aux minéraux au lieu de négocier directement, par exemple, avec le gouvernement congolais, comme l'avait souhaité le président Félix Antoine Tshisekedi. Quand vous ouvrez votre téléphone portable, que vous ouvrez votre ordinateur portable, vous devez vous interroger sur mais comment est-il fait? A-t-il dedans des minerais critiques? Y a-t-il derrière du sang? Y a-t-il du travail des enfants dans les couloirs miniers? Y a-t-il du travail des femmes enceintes? Cette question a été posée dans les années 2000 sur le diamant en particulier du Libéria. Et il y a eu une prise de conscience internationale sur la gravité la violence qui pouvait être générée par les ressources naturelles d'origine minière. La question se pose aujourd'hui, et je vous montre mon téléphone portable qui est de marque Apple, précisément pour la marque Apple. Sans faire la publicité, j'ai visité. Absolument. Non, mais parce qu'il y a un procès. L'usine d'Apple à New York, je pense que c'est pas de la pub ici. Non, mais le gouvernement congolais a porté plainte contre Apple pour lutter pour dénoncer le travail des enfants qu'il y a derrière le téléphone portable. Cette prise de conscience a amené toute une série de décisions, d'abord à l'échelle régionale, un certain nombre de mesures qui s'inspirent d'un guide qui a été établi par le CDE. Un certain nombre de mesures ont été prises pour étiqueter les ressources naturelles. L'or est un domaine un peu particulier, mais sur les autres ressources naturelles, à chacune des étapes de la production, du transport et de la transformation. Donc vous avez sur les sites miniers, autour des sites miniers de votre pays, vous avez des transporteurs, des porteurs de sacs avec une étiquette qui est censée nous donner une information la traçabilité. Alors, ce qu'on appelle la traçabilité, ce qui est censé nous donner une information sur la qualité, la provenance du minerai en question. Et ce minerai chemine, et sa valeur est d'autant plus forte qu'il a une étiquette verte, un peu moins forte. S'il a une étiquette jaune, on a un petit peu de doute sur sa qualité, et sa valeur est plus faible si son étiquette est rouge.
Il y a une quatrième étiquette sur laquelle je mets de côté parce que ça éviterait de compliquer les choses. Si vous avez une étiquette jaune, vous pouvez transporter votre minerai et le vendre à un meilleur prix que si vous avez évidemment une étiquette rouge. Les entreprises qui utilisent, qui fondent ou qui utilisent jusqu'à Apple ces minerais doivent, ce qu'on appelle la diligence raisonnable, due diligence, doivent faire preuve d'un devoir de vigilance pour eux-mêmes, pour leurs actionnaires, pour leurs salariés, mais également pour le public, en apportant la preuve qu'il n'y a pas du sang, que, en quelque sorte, ces minerais, ces téléphones ne sont pas contaminés, si vous voulez, par le sang et par la violence. Ce système qui a été mis en place depuis une quinzaine d'années, et qui est préconisé par les institutions internationales, ne marche pas. Ce système ne marche pas. Ce système ne marche pas. Peut-être que vers la fin, on va... Parce que poser un problème, c'est trouver aussi des solutions. On va faire des propositions, des pistes de solutions pour que cette guerre de prédation s'arrête. Qu'est-ce que la RDC doit faire? Vous gardez la question, mais je prends le professeur Ndayuel. On parle des minéraux, de la prédation des minéraux, parce que tantôt, je pense que le professeur Zana ou l'ambassadeur Pierre Jacquemont qui parlait tantôt de la cartographie, là où les rebelles du M23 et autres groupes armés sont installés, c'est plus dans les zones richement, disons, qui restaient des minéraux critiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, pour que cette hémorragie de la prédation des ressources naturelles de la RDC puisse s'arrêter? Parce que le chef de l'État a ouvert grandement, il a tendu le maire à tous ceux qui voudront venir investir, qu'ils viennent frapper à la bonne porte, non pas passer par des intermédiaires. Bon, mais cher Oscar, je crois que l'intérêt de notre exercice, c'est d'écouter nos collègues venus de loin qui nous apportent un éclairage nouveau. Oui, je comprends, vous êtes trop réservé, professeur. Non, je ne suis pas réservé. Mais je pense que, pour les avoir entendus, écoutés et discuter, je pense que les collègues ici présents ont des idées beaucoup plus précises à nous donner. Et je préfère que nous puissions les écouter sur le que faire. Notamment l'ambassadeur Eric Kennes et le professeur Roland Proutier. Justement, professeur Roland Proutier, que faire? Parce que la vague continue. Vous avez parlé à l'Est, il y a plus de vaches que... Enfin, j'ai retenu, hein, il y a beaucoup plus de vaches aujourd'hui que même la population elle-même, parce qu'elle continue à être décimée, parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 500 000 femmes violées, plus de 10 millions de morts, même si la comptabilité n'est pas encore exacte. Hein, ça peut être même plus que ça. Et nous sommes dans la partie orientale du pays. De l'autre côté, il y a les Mororo, qui sont en train de fuir les terres qui sont frappées par la sécheresse. Ils sont en train de chercher des bonnes terres pour leurs vaches, pour leur bétail. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la politique qu'il faut utiliser? Qu'est-ce que la RDC est appelée à faire pour ne serait-ce que juguler cette situation? Oui, alors vous avez raison de rappeler cette question, parce que si actuellement l'attention est surtout portée sur la question de la prédation minière, celle-ci risque un jour de ne plus être d'actualité si le minerai n'a plus la même valeur qu'aujourd'hui. En revanche, les populations, elles, sont présentes. Et ces populations sont en partie des populations d'éleveurs, vous venez de le rappeler. Et je crois que toute recherche de solutions dans la région, qui ne peut être que globale, doit prendre en considération ce phénomène démographique qui est fondamental. Actuellement, il faut bien voir les choses, la densité de population au Rwanda dépasse 500 habitants au kilomètre carré. Dans certaines régions de l'Est, dans le Kivu, dans l'Est, on arrive maintenant à des densités comprises entre 300 et 500 dans certains territoires. Donc il y a un alourdissement des densités. Donc il y a une pression démographique. Une pression foncière de plus en plus forte
Et on peut même se poser la question de savoir si la politique du Rwanda ne vise pas une expansion territoriale, parce que le contrôle du système minier, il fonctionne, il est établi. On ne voit pas très bien pourquoi le Rwanda interviendrait pour contrôler davantage le système minier. En revanche, le foncier reste un problème extrêmement important et une question cruciale dans toute la région. Et ça, je pense que toute réflexion sur l'avenir doit vraiment prendre en considération cette question-là. Et je rappellerai par exemple qu'au moment du génocide, les femmes rwandaises mettaient au monde plus de 7 enfants par an dans leur vie. Alors, le taux de fécondité dépassait 7. Aujourd'hui, il n'est plus que de 3,7. C'est-à-dire qu'il y a eu une diminution considérable. Mais avec l'inertie démographique, la population va continuer à augmenter. Hein, et les densités vont continuer à augmenter pendant au moins encore quelques dizaines d'années. Et là, il va falloir résoudre ce problème. Et ça ne peut se résoudre, à mon avis, que par des concertations entre les deux parties, parce que on ne voit pas très bien comment faire. Et vous pensez déjà au dialogue, c'est ça? Moi, je pense au dialogue, naturellement. Hein. Je pense au dialogue parce que, comme je disais tout à l'heure, on est en présence d'un système solidaire, d'un système spatial solidaire. Aucun problème ne peut se traiter de part et d'autre de la frontière. On ne résoudra pas le problème de l'Est du Congo sans résoudre les autres. Professeur Eric Kennes, dans votre thème que vous avez développé, vous avez parlé justement du génocide au Rwanda et ses conséquences en RDC, de l'AFDL au M23. Pourquoi ces parallélismes? Comme je vous avais dit, c'est le génocide qui a mis ensemble des problèmes qui existaient à plusieurs niveaux. Et le problème, on peut se tourner dans tous les sens. Le problème est la politique rwandaise dans la région. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Zahn avait dit. Il ne faut pas oublier que le Vietnam a été occupé pendant 1000 ans par la Chine. Hein? Ces gens ont réussi à vaincre en 1973 l'armée la plus puissante au monde, qui était l'armée américaine. Donc, et c'est un petit pays de rien du tout. Hein? Ils ont réussi. Donc, il y a un conseil militaire belge à la MONUSCO qui m'a dit, un peu en provoquant, il a dit les militaires congolais sont les meilleurs au monde. Parce qu'ils sont capables et prêts de se battre dans des circonstances que personne d'autre ne va accepter. Aller se battre sans manger, même sans... etc. Et ils sont extrêmement capables. Donc, à mon avis, le dialogue, oui, absolument. Ça, c'est inévitable, mais il y a des préalables. À mon avis, on n'y échappe pas. Il faut d'abord que l'armée dise aux voisins, voilà, c'est fini. Et il faut que l'armée remette de l'ordre. C'est inévitable. Deuxième chose, l'administration. Il faut une administration de l'État. La résolution des conflits dans le passé a toujours été faite, bon, par les églises, c'est vrai, mais c'est l'administrateur territorial qui avait une responsabilité énorme dans la gestion mais ça, c'est fini. Donc, à travers cette histoire génocide jusqu'au M23, on voit que le pays a été divesti d'instruments pour résoudre les problèmes. Ils n'ont plus les moyens. Moi, j'ai aimé les mots que vous avez utilisés. Avant les dialogues, il faut des préalables. Les préalables, c'est que l'armée congolaise, l'État congolais doit se prendre d'abord en charge et puis penser de la professeur Roland. Vous partagez les mêmes avis? Pas tout à fait, parce que ce n'est pas en termes de préalable. Le dialogue, c'est une dynamique qui, si possible, devrait être enclenchée le plus rapidement possible pour faire face aux défis considérables de la région. Et il y a, je pense, certaines solutions. Par exemple, pour limiter la contrainte foncière, la compétition foncière, le fait qu'on va tuer son voisin pour prendre sa terre, eh bien, c'est déjà d'essayer d'alléger cette pression. Comment? Peut-être en favorisant une urbanisation maîtrisée, non pas l'arrivée dans les villes où on se retrouve dans des bidonvilles ou des camps. On ne contrôle plus rien, les gens qui arrivent, on ne sait pas qui... Par exemple, au Rwanda, où il y avait une très faible urbanisation il y a 30 ans, maintenant, plus de 30% de la population vit en ville. C'est un facteur positif d'allègement des densités rurales. Il y a aussi des possibilités d'intensification de la production qui permettent, sur un espace limité, d'accroître la production. Ça, ce sont des choses que les agronomes... Et ça contribue à la sédentarisation de la population. Ça contribue effectivement à une sédentarisation et en tout cas, ça permet
d'avancer vers une solution concernant ce problème foncier et ce problème de production agricole. Donc ça me paraît deux pistes importantes et qui ne sont pas totalement irréalistes. Mais ça doit aller en parallèle avec l'échange et la reconnaissance que les populations de l'autre côté de la frontière ont aussi des problématiques qu'il faut prendre en considération et pas les rejeter en disant il y a le camp du bien d'un côté, le camp du mal de l'autre. Merci, alors, professeur Roland. Oui, ça me paraît très important ce que vient de dire le professeur Pourtier. Il y a derrière cette idée de dialogue, l'idée d'avoir un projet commun, un projet régional commun. Il a été démontré tout à l'heure qu'il y a une cohérence de cet espace qu'on appelle les Grands Lacs, qui traverse les frontières. Il y a eu un projet dans le passé qui s'appelle la CEPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Et c'était précisément ce projet qui consistait à mettre ensemble un certain nombre d'acteurs autour d'une dynamique d'aménagement du territoire intelligente, de valorisation des ressources locales sur une base transfrontalière, avec évidemment des mécanismes de coordination, des mécanismes de recherche de consensus entre les différentes communautés. Dans le passé, les communautés ont bien vécu ensemble. Elles avaient des mécanismes de résolution de leurs propres conflits sans avoir besoin de faire appel à l'État pour... C'est l'ensemble de ces mécanismes d'aménagement du territoire autour de la valorisation des ressources qui passe évidemment par la construction d'infrastructures interrégionales qui est le véritable projet. Et il y a déjà des dynamiques. On a appris pendant le colloque qu'à Ruzizi, les deux ponts de Ruzizi sont des lieux d'échange entre les deux pays. La province du Sud Kivu. Voilà, sont notamment c'est un endroit crucial, Ruzizi, avec ses ressources hydrauliques. Donc, également. À la limite entre le Burundi et la RDC. Il y a des lieux comme ça. Le lac Kivu aussi, avec son potentiel énergétique, est un lieu d'intégration, des facteurs d'intégration. Et nous, intellectuels, qui aimons ce pays, qui aimons cette région, c'est précisément autour de ce projet d'intégration, de coopération régionale, qu'on pense qu'on peut trouver des solutions durables. Ceci passe évidemment par un dialogue avec les différentes composantes. Et moi, j'appelle au dialogue entre intellectuels congolais, rwandais, burundais, ougandais, précisément autour de ce projet commun, intégration, coopération régionale, ce projet commun, comment on peut y parvenir à partir de la situation actuelle, qui est une situation de conflit. Et derrière ce dialogue, ce sera le retour de la paix dans la région. Bien sûr, c'est l'objectif. Professeur Zana, Oui, je voudrais rapidement, pas seulement déterminer, ce sera votre dernier mot. Oui, voilà. Est-ce que nous voulons négocier avec le Rwanda dans une position de faiblesse, oui ou non? C'est ça la vraie question. En tant qu'historien d'origine congolaise, moi je ne suis pas favorable à ça, parce que ça sera impossible donc de défendre les intérêts de la RDC face à Paul Kagame. Ça c'est votre point de vue, pas de dialogue présent maintenant. Il faut d'abord politique au moins. Non, parce qu'on est dans une... Nous devons tout d'abord renforcer notre position sur le terrain, là, montrer que... Professeur Eric Kenes, voilà. Nous sommes en train de terminer cette émission. Vous avez parlé du génocide, ses implications, ses conséquences en RDC, de la FDL au M23. Professeur Zana n'est pas tout à fait d'accord avec les dialogues, l'idée du dialogue pour le retour de la paix. Non, je crois que nous disons un peu la même chose. La proposition de l'ambassadeur et du professeur Pourtier sont évidemment extrêmement importantes, mais moi je ne crois pas que c'est possible en ce moment-ci. C'est seulement ça qu'on veut dire. Il faut d'abord que, comme le dit le professeur Zana, que le Congo renforce sa position, parce que moi j'ai travaillé à la MONUSCO et on a essayé de mettre en place des petits projets de coopération transfrontalière. Et on a mis sur place un groupe de travail avec le professeur Mokonda, Nguyandila et d'autres, mais ils étaient très hésitants parce qu'ils disaient dès que nous on s'engage dans la négociation au niveau régional, le Congo est toujours perdant. Ce qui explique que le Congo s'est retiré un peu de ces dialogues régionaux parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient jamais
défendre vraiment les intérêts du pays. Et donc là, il y a un problème qu'il faut résoudre. Et le problème de l'absence de l'État est un problème qui est aussi inévitable. Donc même si on veut réaliser des projets de coopération transfrontalière, il faut quelque part un État qui prend ses responsabilités, qui n'est pas pris en otage par des intérêts soit locaux ou des intérêts des figures politiques ou militaires à Kinshasa. Alors que répondrez-vous à ceux qui pensent, qui estiment qu'il faut le fight and talk? Donc en même temps qu'on... Ça, c'est le président Museveni qui est très amateur de cette stratégie, mais ok. Nous sommes en train de terminer rapidement. Ce sont deux temporalités différentes. Oui. Il est clair que la situation sécuritaire doit être résolue, mais il y a une autre temporalité, c'est considérer le long terme, ou le moyen terme, disons, parce que les problèmes ne seront durablement résolus que si on aborde vraiment les problèmes de fond et non pas sans rester uniquement orienté sur la situation conjoncturelle actuelle. Oui, professeur Lewel, nous sommes en train de terminer. Merci. J'arriverai à cette même conclusion qu'il y a des problèmes immédiats à résoudre. Et là, il n'y a pas de... On ne peut pas hésiter. Il faut d'abord faire taire les armes, comme dirait le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud au niveau de l'Union africaine. Il faut arriver à faire taire les armes. Bon. Mais justement, c'est parce que quand les armes se taisent et que nous ne mettons pas en place cette dynamique évoquée pour arriver à résoudre les problèmes de fond, que finalement, nous retombons à nouveau sur des violences. Et donc, c'est un cycle. Je pense qu'on doit considérer que la problématique des Grands Lacs, ce n'est pas un problème à prendre en compte par à-coup. Il faut continuer à l'assumer, quelles que soient les circonstances. C'est un problème à la fois de l'immédiat, mais aussi du court et du long terme. J'espère que dans notre petit institut, nous allons essayer de continuer cet effort, du moins au niveau congolais, pour que nous puissions continuer cet effort. Et nous restons ouverts bien sûr, à un dialogue possible avec des intellectuels rwandais, burundais, ougandais sur ces questions de fond. Et je rappelle que votre institut, c'est l'Institut congolais d'études avancées. Voilà, et c'est dans ces cadres que tous ces éminents professeurs et chercheurs sont venus à Kinshasa pour prendre part à ces séminaires de formation et d'information organisés. Pierre Jacquemot, peut-être une petite question mais t'arrête l'esprit avant de boucler complètement ces magazines. Vous avez parlé de la rente émotionnelle et la charge continue à peser sur la communauté internationale. Comment se libérer de cette dette morale vis-à-vis du Rwanda? Parce qu'on estime que lors de l'opération turquoise, la communauté internationale n'a peut pas vraiment bien jouer son rôle et elle pouvait arrêter, elle avait tous les moyens d'arrêter les génocides. Oui, non, je pense qu'aujourd'hui, la culpabilité occidentale à l'égard du génocide tend à se tempérer. On est quand même à 30 ans d'espace. Et il y a une prise de conscience aussi, une connaissance, puis une prise de conscience grâce à un certain nombre de médias. Et je voudrais citer en particulier le film du Belge Thierry Michel, qui connaît bien votre pays, L'Empire du Silence, qui précisément raconte ce qui s'est passé après 1996, sans donner de chiffres sur le nombre de victimes congolaises, parce que les chiffres sont incertains, hein, il y a différentes dimensions, mais on ne parle de millions de personnes qui ont été victimes du post-génocide en quelque sorte, et de plus en plus il y a une prise de conscience de ce qui s'est passé, et je dirais une compassion qui commence à s'instaurer dans l'opinion internationale à l'égard en faveur du Congo. Parce qu'on se rend compte qu'il faut absolument établir un équilibre dans les drames qui ont pu se passer dans cette région. Alors, la compassion ne suffit pas pour passer à l'action. C'est un moment, il faut aller bien évidemment au-delà, mais ça veut dire une prise de responsabilité. Et je pense que si on est trois chercheurs européens à continuer de s'intéresser à votre pays, c'est aussi parce que, compte tenu de cette situation, on a envie de participer à la recherche de solutions durables, équitables, pour les populations de cette région qui sont particulièrement meurtries.
Merci donc à tous mes invités. Merci d'avoir répondu malgré vos agendas qui sont très chargés. Vous avez donné quand même, vous avez accepté de... L'ambassadeur voyage tout à l'heure. Voilà, l'ambassadeur prend son avion, mais il a préféré d'abord, avant d'aller à l'aéroport, passer par la RTNC. Merci surtout pour l'honneur que vous faites à la RTNC. Merci d'être venu. Et merci surtout à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le pays et le monde. Bonne suite de programme sur votre télévision. Merci. Merci beaucoup. Yahweh, Yahweh, Benny Sako,